record de pertes de l'agresseur. En 2024, plus de 420 000 soldats de l'armée russe ont été tués ou blessés, a annoncé cette semaine le commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrsky. Autrement dit, en seulement un an, les Russes ont perdu plus qu'en 2022-2023 réunis. Mais ce sont les chars au canon de 2024 qui sont devenus l'un des principaux facteurs de la réussite de l'avancée des Russes. Cela les a permis de s'emparer de plusieurs fois plus de territoires ukrainiens qu'un an plus tôt. L'Ukraine a perdu Avdiivka, Vuhledar, Selidové. Les combats se poursuivent à Chassovoï Yar, Toretsk et Kourakovo. L'ennemi s'est rapproché de Pokrovsk, le centre logistique clé des forces armées ukrainiennes à l'est, a franchi les frontières au cours de l'été, a ouvert un nouveau front dans la région de Kharkiv et est devenu actuellement plus actif dans la région de Kherson. En d'autres termes, toute l'année, l'armée russe avançait, tandis que l'armée ukrainienne reculait lentement. En raison du manque de personnel et de munitions, d'erreurs de calcul du commandement sur le terrain, on ajoute également le blocage de l'aide américaine pendant près de 6 mois. C'est-à-dire que l'année a été très difficile pour l'Ukraine, mais pas catastrophique. Alors nos troupes se sont retirées, mais il n'y a pas eu d'effondrement du front. Les Russes, qui rêvaient d'encercler Kharkiv, se brisèrent les dents à Vovchansk. Disposant d'un avantage multiple en termes de personnel, d'équipement, de munitions et de soutien aérien sous forme de bombes guidées, l'armée russe n'a pas été en mesure de remplir la tâche principale pour 2024, que Poutine s'était fixée, capturer complètement les régions de Donetsk et de Louhansk. Eh bien, l'opération de Koursk a été un véritable coup dur pour le Kremlin. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une armée étrangère, c'est-à-dire l'armée ukrainienne, a envahi le territoire de la Russie. Avec cette frappe, les forces armées ukrainiennes ont désacralisé Poutine, contrecarré les plans des Russes d'attaquer Soumy, forcé les Russes à y transférer leurs réserves stratégiques et obtenu un puissant atout pour les entretiens à venir annoncés par Donald Trump. Sa victoire électorale est l'un des événements clés de l'année qui affecte notre guerre, mais pas le seul. Artem Koulia a rassemblé les événements plus importants pour vous. Événements internationaux clés qui ont influencé la guerre russo-ukrainienne. Qu'est-ce que nous avons gagné cette année sur la scène politique mondiale? Il y a beaucoup de choses dans la portée de cette arme lourde. Et là où les lances se brisaient le plus violemment. La Russie a-t-elle réussi à inverser stratégiquement le cours de la guerre aux dépens de l'axe du mal? Renforcer encore l'amitié et obtenir plus d'armes. Tel est l'objectif de Poutine. Et comment se déroulera la perte d'influence de la Russie au Moyen-Orient? C'est l'extrusion, c'est l'expulsion concrète de la Russie de la région. Nous avons analysé l'année 24 à travers le prisme du présent. Une véritable année de début tendu. Elle est restée gravée dans la mémoire des Ukrainiens avec les jeux de tapis du Congrès des États-Unis qui n'a jamais été aussi divisé. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a retardé de 7 mois un projet de loi essentiel pour l'Ukraine qui prévoyait d'allouer 50 milliards de dollars à l'achat d'armes et à l'aide économique avant de le soumettre finalement au vote. Je pense que fournir une aide létale à l'Ukraine est maintenant d'une importance cruciale. Franchement, je préférerais envoyer des munitions en Ukraine plutôt que des gaz américains. Le paquet présenté par Johnson était une copie conforme de celui soumis par Biden 6 mois plus tôt. 360 membres du Congrès avaient soutenu le document et l'aide avait finalement été débloquée. Indépendamment des motivations du Speaker Johnson, nous comprenons parfaitement que ces motivations étaient liées à la campagne électorale aux États-Unis qui avait déjà commencé. D'une manière ou d'une autre, cela s'est traduit par des pertes sérieuses pour nous, une perte d'élan. Et inversement, nous avons commencé à perdre certains territoires. Cette situation a montré que la perte de temps est quelque chose d'irrémédiable. Mais le retard dans la prise de décision clé pour l'Ukraine ne s'est pas arrêté là. Lorsque la Russie a franchi la frontière de l'État en direction de Kharkiv en mai dernier, cela a finalement persuadé l'administration Biden de nous permettre d'attaquer la Russie, mais pas toute la Russie, seulement les territoires limitrophes de la région de Kharkiv. Toutes les restrictions n'ont été levées qu'en novembre, et nos forces d'opération spéciales ont commencé à frapper dans les régions de Koursk et de Bryansk.
Puis dans la région de Rostov, où, en décembre, des Atacams et des Storm Shadow ont frappé une usine unique qui produisait du carburant pour les ouragans et les Iskanders russes. Il y a beaucoup de choses dans la portée de cette arme lourde. En commençant par les arsenaux de stockage des munitions, une partie de laquelle a été détruite avec succès, continuant avec les mêmes capacités à détruire des bases de carburant pour le stockage de carburant. Selon l'état-major général ukrainien, cela s'est immédiatement traduit par une forte diminution des attaques à la bombe guidées sur la ligne de front. Au début de l'année, il y en avait jusqu'à 120 par jour, mais à la fin de l'année, il y en avait 3 fois moins. L'ennemi a déplacé les avions à une plus grande distance, ce qui signifie plus de temps pour arriver à destination, plus de ressources utilisées et tout le reste. En conséquence, les armes à longue portée, même jusqu'à 500 km, ont changé les règles du jeu. Une autre décision est devenue un vrai changement de donne. Le 4 août, lors d'une cérémonie marquant le 20e anniversaire de l'armée de l'air ukrainienne, plusieurs F-16 volent dans le ciel ukrainien. Ce qui était attendu depuis 2 ans est enfin arrivé. Aujourd'hui, les faucons de bataille sont utilisés pour renforcer notre défense aérienne afin d'envoyer des missiles là où les équipes au sol ne le peuvent pas. Mais la plus grande attente était de provoquer un raid aérien en Russie avec un bras plus long de missiles RR à plus longue portée que ceux dont disposent les Russes. Pour abattre le Su-34, nous avons besoin d'un autre élément énorme et important, un avion radar. Sans cet avion, sans des équipages formés qui savent comment utiliser cet avion, nous ne serons pas en mesure d'abattre le Su-34. Pourquoi? Parce que si le F-16 allume son propre radar, il sera comme un arbre de Noël sur le radar russe. Nous avons tous ces facteurs en place, mais nous n'avons aucune information professionnelle sur ce radar de la part de notre régiment. De plus, le nombre de faucons n'est pas encore suffisant pour planifier des opérations à grande échelle. De nouveaux lots de F-16. L'Ukraine les attend pour l'année prochaine. Le 18 juin, Kim Jong-un est venu en personne rencontrer Poutine à l'aéroport de Pyongyang. Les deux dictateurs montent dans une limousine et empruntent une route bordée de tricolores et de portraits du chef du Kremlin. Pour renforcer l'amitié et obtenir plus d'armes. C'est l'objectif de Poutine et Kim Jong-un en a également besoin. Il est dans l'échec économique. Il ne peut pas développer l'économie. À Pyongyang, les deux parties ont signé un accord de partenariat stratégique global en langage clair. Les pays doivent s'entraider militairement en cas d'agression contre la Russie ou la RPDC. Tout d'abord, cela indique clairement que la Russie est de moins en moins capable de poursuivre cette guerre seule. Et déjà dans 4 mois, nous avons vu l'armée nord-coréenne dans les forces armées russes. Il ne s'agit pas de quelques milliers de Coréens qui s'habilleront et se comporteront comme des bourriates. Et nous parlons de dizaines de milliers. L'entrée en guerre de la RPDC constitue un nouveau niveau de coopération entre le Kremlin et les dictatures, car la Corée du Nord ne fournissait auparavant que des armes à la Russie. Désormais, les aigles de Kim seront probablement échangés contre de la technologie nucléaire. Et l'une des versions est que le dictateur nord-coréen est intéressé par l'acquisition d'une expérience de combat dans les guerres d'autres pays. Il n'y a pas de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est-à-dire qu'il y a une trêve, mais l'état de guerre continue et la Corée du Nord se prépare à la guerre. Et où peut-on le mieux se préparer à la guerre? Dans la guerre elle-même. L'expérience acquise par les soldats nord-coréens est souvent devenue posthume, largement diffusée sur les chaînes de Telegram, car les tactiques ne sont pas différentes de celles des assauts à la chair au canon. Mais cela a-t-il changé quelque chose pour la Russie sur le front? Ils ne constituent pas une force de frappe à l'heure actuelle. Nous ne devrions pas nous concentrer sur eux pour l'instant. Mais ils ne peuvent devenir une menace aussi importante qu'en raison de leur grand nombre. Au lieu de cela, entraîner la Corée du Nord dans la guerre a incité la Corée du Sud à aider plus activement l'Ukraine. Il a été rapporté que le pays souhaitait nous envoyer des spécialistes militaires et des agents de renseignement. Donald Trump will become the 47th president of the United States. Le jour qui a changé le monde entier. Donald Trump remporte les élections américaines. Quelles seront les implications géopolitiques pour l'Europe, la Chine et surtout la Russie?
Le plus grand débat est de savoir si Trump commencera à faire le chantage auprès Poutine avec les prix du pétrole pour qu'il dépose les armes. Je n'exclus pas que si une conversation entre Poutine et Trump devait avoir lieu, elle commencerait par l'argument selon lequel Volodya doit s'écarter du chemin, sinon il devra aborder ces négociations dans une position différente. Mais nous sommes inquiets. Quelles seront les mesures prises par la nouvelle administration américaine à l'égard de l'Ukraine? Volodymyr Zelensky a rencontré Trump avant l'élection, puis après sa victoire à Paris. La même semaine, le chef de son cabinet a rendu visite à la nouvelle administration de Donald. La partie ukrainienne, je pense, a présenté en termes généraux sa position à l'égard de l'OTAN, concernant la garantie de sécurité, concernant le gel du conflit. Étant donné que 3 versions de plan de paix ont été proposées au cours des 6 derniers mois, toutes impliquant un gel, il s'agira du point principal des exigences de la nouvelle administration. Dans le même temps, les chances de l'Ukraine de recevoir une invitation politique à adhérer à l'OTAN sont désormais extrêmement minces. L'équipe de Trump travaillera sur l'idée d'un moratoire sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il voit cette idée comme la clé d'une concession, une concession acceptable pour que Poutine accepte la fin de la guerre. L'Ukraine doit plutôt essayer de convaincre l'équipe de Trump qu'en échange, nous devrions recevoir des garanties de sécurité claires et efficaces de la part des États-Unis. Nous saurons quelles seront les décisions réelles de l'administration Trump après son investiture le 20 janvier. En décembre, les forces d'opposition soutenues par les États-Unis se sont rapidement emparées des principales villes contrôlées par le gouvernement de Bachar el-Assad à Alep, Hama, Homs, Damas, en l'espace de 2 semaines. Le dictateur syrien, l'un des principaux alliés géopolitiques de Poutine, s'est réfugié en Russie. L'une des raisons de la chute rapide d'Assad est l'incapacité du Kremlin à défendre le régime syrien, car ses principales forces sont en guerre en Ukraine. À une autre époque, dans ce cas, le groupe Wagner aurait été immédiatement redéployé. Le problème, c'est que Wagner n'existe en quelque sorte plus. De nombreux natifs de Wagner qui ont quitté la structure travaillent en Afrique. Ils ne sont plus en Syrie même. Et les armes qu'ils y avaient stockées ont été volées. Les observateurs internationaux ont qualifié le renversement du régime en Syrie de tremblement de terre géopolitique au Moyen-Orient, qui a considérablement affaibli l'influence de l'Iran et de la Russie dans la région, cette dernière ayant régulièrement attisé la situation dans ce pays afin d'en détourner de l'argent. C'est une éviction concrète de la Russie de la région du Proche Moyen-Orient et le nivellement complet de l'influence de la Russie sur les problèmes régionaux au Moyen-Orient. La perte de ces 2 installations et du régime Assad constitue, en principe, une énorme défaite géopolitique pour la Fédération de Russie. Mais le plus important pour nous, c'est que cette situation a montré la fragilité du régime de Poutine. Un dictateur est tombé et un autre tombera. Mais cela nécessitera beaucoup d'efforts sur la scène internationale l'année prochaine. Artem Koulia, fait de la semaine, ICTV.